Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Frédéric Savicki. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue, professeur de sciences politiques. Vous êtes spécialiste de la social-démocratie, du Parti socialiste aussi, évidemment. Le Parti socialiste vient d'opérer son inventaire. Olivier Faure a tenu un discours assez critique du quinquennat de François Hollande, en parlant de la nécessité de rupture radicale, de rassemblement, de retour aux fondamentaux de la gauche. C'est un tournant qu'opère le Parti socialiste ? Un tournant, c'est un peu tôt pour le dire, parce que pour qu'il y ait tournant, ça voudrait dire que la direction vers laquelle va le PS soit très claire, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. En revanche, là où il y a un vrai, on pourrait dire, un vrai changement par rapport aux chocs électoraux précédents qu'a connu le Parti socialiste, c'est qu'il y a enfin, on pourrait dire, quand même un vrai début d'inventaire, assez honnête selon moi, puisqu'il ne s'agit pas simplement de, au fond, distinguer ce qui a bien marché de ce qui a moins mal marché, mais finalement de repositionner finalement l'évolution du Parti socialiste et de ce quinquennat dans un passé plus long, puisque notamment dans le discours d'Olivier Faure, il y a l'idée que le Parti socialiste n'aurait pas tiré toutes les conséquences à la fois du changement politique international, économique qui est intervenu depuis une vingtaine d'années, et qu'il a raté d'une certaine façon le tournant de 2002 et de la défaite et de l'élimination de Jospin à ce moment-là. Et que donc il y a vraiment un travail on pourrait dire pour une première fois de fond qui est fait, qui est amorcé plus exactement sur pourquoi et comment on en est arrivé là. Alors parmi les critiques fortes qui ont été portées par certains des militants socialistes, je pense notamment à Stéphane Le Foll, il y a des voix qui s'élèvent pour critiquer la loi El Khomri, qui a été la dernière grande loi du quinquennat de François Hollande. C'est purement stratégique ou au contraire, ça découle d'une vraie réflexion, d'une réelle remise en cause des choix de François Hollande et de Manuel Valls ? Non, je crois qu'il y a une vraie remise en cause. Le fait qu'au dernier congrès du Parti socialiste, malgré tout, Stéphane Le Foll, qui incarnait plutôt le souci de souligner quand même le bilan positif, on pourrait dire, du quinquennat Hollande, ait à la fois été minoritaire, mais quand même, évidemment, représente un quart, un tiers des adhérents. Bon, ça limite effectivement la capacité d'action, mais il me semble quand même que dans le discours d'Olivier Faure, dans la position aujourd'hui majoritaire, il y a clairement une volonté de retour très critique, notamment effectivement sur la loi El Khomri et ensuite évidemment sur la déchéance de nationalité, mais plus fondamentalement sur le fait que ce quinquennat n'a pas été guidé par un vrai projet de transformation politique avec un objectif clairement défini et avec un retour aussi sur le fait que le Parti socialiste n'a pas été suffisamment associé à la politique qui a été menée. Donc non, je crois qu'il faut être honnête, disons, c'est assez facile effectivement aujourd'hui de renvoyer sur le Parti socialiste et sur tous les socialistes la responsabilité de ce qui s'est passé. Il me semble que l'équipe actuelle a une vraie volonté en tout cas de tirer, on pourrait dire, toutes les conclusions de ce quinquennat qui est quand même vu comme raté, quoi. Il y a une chose qui nous a frappé à regard dans le discours d'Olivier Faure. Peut-être c'est un impensé, peut-être c'est significatif de quelque chose, c'est ma question. L'Europe a été absente du discours d'Olivier Faure. Alors, elle est, on pourrait dire... C'est l'illustration de l'échec des social-démocraties aussi, la question européenne. Je crois que si vous voulez, sur la question européenne, elle concentre toute la contradiction dans laquelle se trouve le Parti socialiste et les partis sociaux-démocrates, puisque si on reprend le cas plus particulièrement du PS français, le projet européen a remplacé à partir de 83-84 ce qui était le projet, alors j'exagère en disant ça, du socialisme dans un seul pays, mais plutôt effectivement de ce qui était le projet porté en 81, d'une réindustrialisation du pays dans une revalorisation du rôle de l'État, bon, etc. Donc une fois le tournant de la rigueur amorcé et assumé, les socialistes français et François Mitterrand finalement ont proposé l'Europe comme la solution à tous les problèmes qui n'avaient pas pu être réglés en quelque sorte par les politiques précédentes, avec cette idée qu'on irait vers
une construction d'une Europe sociale avec plusieurs étapes. D'abord, évidemment, une Europe monétaire, une Europe de la liberté de circulation des capitaux, des biens, des personnes, et puis plus ou moins en même temps, une régulation et une harmonisation fiscale et des politiques sociales. Et ça, effectivement, les socialistes en France, mais les sociodémocrates en Europe, collectivement, n'ont jamais réussi à l'imposer, et de façon très récurrente, ils ont, un peu comme De Gaulle disait, qu'on sautait sur la chaise en disant Europe, Europe, dit Europe sociale, et à chaque élection européenne, on nous annonçait l'Europe sociale qui ne venait pas. Pas d'harmonisation fiscale, ou une très faible harmonisation fiscale, et quand il y en avait une, c'était par le bas, c'est-à-dire par la baisse finalement de l'impôt sur les sociétés, et pas non plus, effectivement, de capacité à imposer des règles de protection des travailleurs, etc. Et là, on retrouve dans le discours d'Olivier Faure toujours ce diagnostic que le Parti socialiste a échoué, et les sociodémocrates avec eux, à créer ce qu'il appelle une Europe-providence, et non pas un État-providence, sans évidemment nous dire comment on va pouvoir y arriver. Et évidemment, comment c'est possible d'envisager ça, alors même que, eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus que 3 États dans l'Union européenne qui sont gouvernés par des majorités clairement, on va dire, social-démocrates. Il y a des social-démocrates associés à des coalitions dans certains pays, mais bon, à part l'Espagne, le Portugal et peut-être un peu la Suède qui bascule. Voilà, donc c'est effectivement un dilemme, mais qui, à mon avis, n'est pas qu'un dilemme qui traverse le Parti socialiste et les sociaux-démocrates, même si eux ont enfourché le projet européen de façon beaucoup plus manifeste, puisque, au fond, qui à gauche aujourd'hui est capable d'imaginer ce que pourrait être une Europe, effectivement, clairement protectrice des droits des plus fragiles, positivement protectionniste en matière d'environnement, en matière de protection des droits des travailleurs. C'est très compliqué, effectivement, à imaginer dans le rapport de force actuel. Le PS a longtemps été hégémonique sur l'espace de la gauche. Aujourd'hui, Mélenchon a repris un peu de ce terrain-là. Il y a un espace possible pour le PS d'aujourd'hui entre Mélenchon et le parti du président, le parti présidentiel? Alors, il y a bien sûr, on peut les identifier par diverses enquêtes, une partie importante de gens qui ne se retrouvent ni, on pourrait dire, dans le macronisme tel qu'il est devenu aujourd'hui. Il faut quand même rappeler que 50% des électeurs de François Hollande de 2012 ont voté pour Emmanuel Macron dès le premier tour en 2017, ce qui me fait dire d'ailleurs que c'est pas si simple de dire que les socialistes ont perdu parce qu'ils avaient mené une politique insuffisamment à gauche. C'est plus compliqué que ça. Ces électeurs-là aujourd'hui, quand on regarde les enquêtes, on voit clairement effectivement qu'ils sont dans une posture de plus en plus nombreuse de défiance, de retrait, de critique par rapport à ce qu'est Emmanuel Macron. Pour autant, évidemment, ils ne se retrouvent pas dans Mélenchon, bien évidemment, mais même dans ce qu'a essayé de créer Benoît Hamon avec Génération, on le voit dans les enquêtes, même s'il faut les prendre avec précaution, on ne peut pas dire qu'il y a un raz-de-marée, et même plutôt, d'ailleurs, c'est plutôt une petite vaguelette vers Génération. Bon, voilà. Donc, je pense que le calcul des socialistes, c'est de se dire, bon, il y a une partie des électeurs de gauche ou de centre-gauche, ou à peu près 15-20% d'électorat qu'il faut récupérer, et il faut les récupérer en quelque sorte en les détournant d'Emmanuel Macron, autant on pourrait dire qu'en les détournant de ce qui aujourd'hui serait la gauche du Parti socialiste. Alors, le souci, évidemment, pour le Parti socialiste, c'est quand même de montrer que ce parti a su tirer les conséquences de l'échec, a su clarifier sa ligne, ce qui est loin d'être le cas. Et donc, la défiance, le rejet même, parfois un peu irrationnel, puisque ça conduit quand même au passage ces électeurs finalement à ne pas voir quand même qu'un certain nombre de choses ont pu être réalisées et distinguent la politique menée par François Hollande de celle de Macron, par exemple, en matière fiscale. Une politique qu'on peut quand même estimer plus juste et qui a quand même tapé plus sur le capital, sur les possédants que celle d'Emmanuel Macron. Donc il faut effectivement que le Parti socialiste arrive à convaincre finalement qu'il a
tirer toutes les conclusions et toutes les conséquences de sa débâcle, de sa défaite, tout en trouvant des alliés, parce qu'évidemment, la difficulté aujourd'hui du Parti socialiste, c'est qu'il n'a pas d'alliés, hein, ou en tout cas, on le voit avec sa difficulté à essayer de constituer un rassemblement pour les élections européennes, il est encore très largement considéré comme responsable de la débâcle et comme devant être, en quelque sorte, contourné, voire éliminé, etc. Alors, je pense que ce qui va clarifier les choses, ce sera les élections municipales, parce que là, ce qui reste effectivement, et ce qui fait la distinction du Parti socialiste et des autres forces de gauche, même si le Parti communiste a encore de très beaux restes, c'est l'ancrage. L'ancrage, c'est quand même l'ancrage local. Et là, dans la manière dont vont se dérouler ces élections, dont vont se construire des programmes, des coalitions, on peut penser qu'effectivement que le Parti socialiste reprenne un peu de poil de la bête, c'est-à-dire soit en capacité de se recrédibiliser comme un partenaire incontournable ou essentiel d'une recomposition de la gauche. Est-ce que l'étiquette Parti socialiste ne risque pas d'être un repoussoir, y compris sur les élections municipales? On voit combien des leaders du Parti socialiste, je pense à la maire de Paris, qui pensent déjà à une candidature, mais qui ne sera pas une candidature socialiste, sans doute une candidature issue d'un mouvement différent, qui ne portera pas le nom du Parti socialiste. Vous avez raison, mais c'est pas forcément quelque chose de complètement neuf, hein. On sait quand même que les candidats sortants dans les élections municipales jouent toujours de leur capacité à rassembler, mettre un petit peu leur appartenance partisane sous le boisseau, s'efforcent de rassembler des personnalités de la société civile, du monde associatif, du monde syndical, etc. Donc bon, je pense que cette stratégie, elle va être renforcée en 2020, aussi bien à Lille qu'à Paris, à Nantes ou à Rennes. En même temps, il faudra regarder ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que est-ce que cette stratégie de mise sous le boisseau de l'étiquette correspond aussi à la mise à l'écart des militants, des responsables, des élus du Parti socialiste au profit d'un élargissement large, ou est-ce que ce sera purement cosmétique, auquel cas le Parti socialiste continuera quand même de pouvoir s'appuyer sur un réseau de conseillers municipaux, d'adjoints, de maires qui lui resteront attachés. Quand on observe justement l'éclatement, la division à gauche, on s'aperçoit que tous ceux qui ont créé des mouvements, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Marie-Noëlle Lienemann, Emmanuel Morel, sont tous des anciens socialistes. Est-ce que cet éclatement peut tendre vers la nécessité, ou en tout cas comme certains l'appellent de leur vœu, la nécessité d'un nouvel Épinay? Alors, l'histoire ne se répète jamais et il est toujours problématique de se chercher dans une histoire en plus très particulière, juste après 1968, après effectivement un éclatement considérable de la gauche, mais en même temps avec un renouveau des idées de gauche, un mouvement associatif particulièrement dynamique, un mouvement syndical qui était au fait de sa puissance. Donc c'est Épinay, c'est aussi ça, c'est ce contexte très particulier-là où il y a un bouillonnement des forces de gauche très nombreuses à l'extérieur, mais aussi très structurées collectivement. C'est pas des individus qui rejoignent, c'est une partie de la CFDT, c'est une partie des féministes, des écologistes, des citoyens qui sont mobilisés localement. Donc effectivement, c'est ça aussi qui a permis Épinay. Bon, aujourd'hui, quand on regarde finalement l'état du militantisme à gauche, sans se focaliser uniquement sur le monde politique et partisan, on voit que c'est très compliqué parce que finalement, il y a effectivement, comme vous disiez, des petits appareils, mais qui rassemblent quelques centaines, au mieux 2000, 3000 individus ou militants, certes très actifs, mais ça fait pas un bouillonnement, ça fait pas un ancrage social qui permet d'imaginer un renouveau. Alors, est-ce que du mouvement des Gilets jaunes peut renaître, mais pas que du mouvement des Gilets jaunes. Il y a des mobilisations collectives, on l'a vu avec MeToo, on a vu avec Nuit debout, on l'a vu avec les différentes formes de mobilisation territorialisées, mais quand même dont l'impact est national, autour à Sivins avec Notre-Dame-des-Landes. Bon, il y a un bouillonnement effectivement militant, mais est-ce que ce bouillonnement, ces militants sont capables aujourd'hui de se reconnaître dans un parti politique avec une forme classique, même structurée en courant? Personnellement, on peut en douter. Donc il faudra probablement non seulement inventer, on pourrait dire, une nouvelle alliance, mais aussi des nouveaux instruments, des nouveaux outils, des nouveaux modes d'organisation
qui sont aujourd'hui peut-être facilités aussi par diverses plateformes. Je pense qu'il faut regarder ce qui a été fait à Podemos, il faut regarder ce qui a été fait, y compris dans le mouvement 5 étoiles, non pas sur le plan idéologique, mais sur la manière de s'organiser. Je pense que l'imagination ne devra pas simplement porter sur le programme, sur le projet, mais elle devra aussi porter sur l'invention finalement d'un parti démocratique. Et on voit que c'est quand même au cœur aujourd'hui de tout, on pourrait dire, la vie politique et partisane, c'est cette difficulté qu'il y a dans tous les pays, et en particulier en France, à inventer non seulement une plateforme idéologique et programmatique qui rassemble, mais surtout à mettre en place les structures qui associent largement toute la population qui se retrouve dans ce projet. Je dirais que moi, je n'ai pas d'inquiétude sur le fait qu'il y a dans ce pays encore des forces et des gens, des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux, qui ont, on pourrait dire, une soif de changement, de transformation, au nom de la justice sociale, de l'égalité. On voit que le mouvement des Gilets jaunes, il exprime ça par tous ses ports. Mais ce bouillonnement ne trouve pas sa traduction politique. C'est même, au contraire, le rejet de cette politique. Donc, il faut trouver effectivement quelque chose qui à la fois finalement respecte cette volonté d'autonomie et cette méfiance à l'égard des partis politiques institués et des formes d'organisation démocratique qui rassemblent largement. Ça peut passer par des formes comme le propose Raphaël Glucksmann et sa plateforme Place Publique. Ça passe forcément, j'allais dire, par des lieux organisés de débat qui n'ont pas forcément la vocation à s'incarner dans des sections ou des cellules comme c'était traditionnellement le cas dans les partis de gauche et les partis de masse probablement, mais ça suppose quand même un minimum d'organisation et de procédure. C'est le reproche qu'on peut faire, et je pense que d'ailleurs ce reproche il est fait par des gens qui sont engagés à la France Insoumise, comme d'ailleurs à En Marche, c'est que ces organisations-là, elles sont beaucoup trop, alors là pour le coup, à la fois pyramidales et non régulées, c'est-à-dire, bon, il faut trouver quelque chose qui soit une espèce de mix, si vous voulez, entre, c'est pas une fausse synthèse, mais une mixte entre les partis de masse très structurés sur le territoire, avec effectivement tout ce que ça suppose de captation, de pouvoir, et l'autre côté qui est une plateforme où on ne sait pas très bien qui fait quoi, ou enfin une espèce de plateforme à la demande, sans donner des véritables droits clairs à ses membres. Donc il faut une organisation à la fois souple, on pourrait dire avec sans doute des cercles concentriques de gens qui peuvent participer de diverses façons, mais qui en même temps se sentent membres et sont associés à l'élaboration du choix des personnes. C'est très important, une organisation politique, on voit bien que les Gilets jaunes ont beaucoup de mal à ça, et trancher sur le programme. Et donc je pense qu'aujourd'hui les plateformes électroniques offrent des instruments de vote, de consultation, mais en même temps il faut que ce soit relayé par des actions et par un minimum de structure. Voilà, c'est le défi aussi que les partis de gauche ont à relever, parce que on ne pourra pas changer la politique et on ne pourra pas changer les choses simplement en gagnant une élection, fût-elle présidentielle. Voilà, et on le voit bien avec Macron. Il illustre ça. Il a apparemment tout gagné et en même temps il est impuissant. Donc, et alors quand vous voulez vraiment changer les choses, les conserver c'est plus facile. Si vous voulez vraiment changer les choses, il faut que la population, une partie de la population, effectivement, s'y sente, soit partie prenante. Et donc là, il faut des structures, il faut des organisations, il faut relancer par quantité de façons la vie démocratique. J'ai une dernière question, Frédéric Savicki. Vous parlez des Gilets jaunes, justement. Quand on voit ce mouvement qui critique à la fois la représentativité politique, notamment celle des parlementaires, et aussi il nie le clivage droite-gauche, est-ce que l'on peut craindre un scénario à l'italienne, à la fois sur la disparition de la gauche, comme on l'a vu en Italie, mais aussi avec l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite dans des coalitions tout à fait nouvelles? Moi, ce que je pense, c'est que là encore, quand on dit craindre une disparition de la gauche, ça veut dire quoi? On peut craindre un effondrement des organisations, des partis et des candidats qui défendent des idées de gauche, qui sont, à tort ou à raison, victimes d'un discrédit. Ils portent effectivement la responsabilité, quoi qu'ils en aient, quelle que soit leur responsabilité réelle, mais elle est collective, du fait que la gauche
s'est révélé, s'est montré incapable, effectivement, de réaliser son programme, son projet, qui est un projet de justice sociale, un projet d'égalité, un projet démocratique. Bon. Donc, dès lors qu'elle est incapable, bon, j'allais dire n'importe quel entrepreneur politique, populiste, qui s'inscrit, peut prétendre à y arriver mieux d'une certaine façon, bon, ou à proposer autre chose, un retour au nationalisme, à la tradition, au conservatisme, ou une espèce d'hyperdémocratisme, où la majorité a raison, quel que soit ce sur quoi, finalement, elle se prononce, c'est-à-dire indépendamment des valeurs. C'est le cas de 5 étoiles bon, en Italie. Donc, mais les idées, les valeurs que porte la gauche, qu'on peut désigner comme des idées de gauche, des idées de fraternité, de justice, d'égalité, elles ne disparaissent pas pour autant. Donc le problème, c'est pour dire comment ces idées et les hommes qui les portent, bien sûr, se dotent des capacités d'agir, justement, de s'organiser, de peser. Et là, moi, je ne suis pas du tout pessimiste. C'est-à-dire que je pense que la raison que porte tout ça, c'est qu'un jour ou l'autre, prochainement, des formes organisationnelles ou des partis qui peut-être récuseront le terme de gauche, mais qui mettront en valeur ces valeurs, c'est le cas de le dire, d'égalité et de justice, vont l'emporter. On le voit dans tous les pays. Aux États-Unis, aujourd'hui, la prochaine élection primaire, elle va se faire très clairement sur cette idée d'une nécessité d'une meilleure égalité entre les classes sociales. Mais comment vous analysez justement cette contradiction entre le fait que le mouvement des Gilets jaunes porte des revendications qui sont des revendications souvent propres à la gauche et qu'en même temps on sent que la gauche ne semble pas... Parce qu'ils n'ont pas confiance dans les candidats et les partis et les organisations de gauche, parce qu'ils regardent l'histoire récente. C'est Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui tirent bénéfice visiblement de la mobilisation des Gilets jaunes aujourd'hui. Disons, on verra. En ce qui concerne Marine Le Pen, elle tire bénéfice déjà bien avant les Gilets jaunes, on pourrait dire, de cette situation d'incapacité finalement de la gauche à incarner une alternative claire et à réaliser le programme qu'elle annonce. Alors c'est pour ça que je veux dire que d'une certaine façon, ce que paye le Parti socialiste, c'est pas seulement qu'il n'ait pas été suffisamment à gauche, c'est qu'il n'ait pas été suffisamment clair sur ce qu'il voulait, parce qu'après tout, on aurait pu imaginer que l'entreprise qu'il représente soit clairement une entreprise qui assume le fait de dire il y a une mondialisation, il y a une concurrence, on ne peut plus utiliser les recettes d'interventionnisme public d'hier, il faut aujourd'hui aller vers plus de responsabilité. Bon, il ne l'a pas assumé non plus, donc il perd parce qu'il ne l'a pas choisi sur les deux tableaux. Mais je pense, moi, que c'est vraiment un problème de confiance perdue, massacrée même, vis-à-vis de la gauche, et que ça, du coup, ça prend du temps pour que les organisations de gauche... Et ce qui est vrai du Parti socialiste, c'est encore plus vrai du Parti communiste. Enfin, je pense que... même si c'est clair dans la tête de beaucoup de communistes que, oui, évidemment, il n'est pas question de, en quelque sorte, faire du modèle communiste soviétique l'horizon du communisme, mais en même temps, est-ce qu'on a réussi à définir clairement ce que doit être le communisme du 21e siècle? J'en suis pas sûr. Pour les écologistes, c'est compliqué aussi. Il suffit pas de dire qu'on veut aller vers une société moins destructrice, plus fraternelle, pour convaincre qu'on a les leviers pour le faire. Et on voit bien que la crise des Gilets jaunes traduit aussi ce scepticisme par rapport à ceux qui disent bon voilà, il faut des transports en commun partout, il faut arrêter de polluer la planète, de produire du nucléaire, mais on fait comment quoi? Bon, il faut réussir à convaincre ça. Donc je pense que la difficulté elle est là. C'est pas que les valeurs de gauche soient en déshérence, c'est que une bonne partie des électeurs qui seraient susceptibles de s'y reconnaître n'ont pas confiance. Et donc les Gilets jaunes, c'est une manière à la fois une côté fuite en avant, puis une manière de dire il faut redonner la parole au peuple, quoi, en pensant que le peuple spontanément va être sage, ce qui n'est pas du tout certain. Évidemment, l'histoire l'a montré. Merci beaucoup Frédéric Savicki. Merci à vous.